Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 15. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement IMO. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle au poste. Si c'est votre première, j'espère que vous allez aimer. Le but est de découvrir l'expérience d'autres investisseurs particuliers. Certains avec de grosses expériences, d'autres tout nouveaux. En tout cas, il y aura toujours de quoi vous inspirer. Si jamais vous aimez cette émission, n'hésitez d'ailleurs pas à en parler autour de vous, surtout que c'est totalement gratuit. Vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire de Théodore. Il a commencé il y a à peine 1 an, mais possède déjà 3 biens, dont un immeuble de rapport. Sa recette, c'est le passage à l'action intensive. Du coup, je lui ai demandé de nous expliquer sa méthode de recherche très proactive, mais également comment il arrive à négocier rapidement avec des vendeurs ou encore sa stratégie future. Pour retrouver les références et notes mentionnées pendant cet épisode, il vous suffit de vous diriger sur le site investimmoclub.com/épisode 15. Sur cette page, vous pouvez également poser vos questions et laisser des commentaires à notre invité. D'ailleurs, je l'accueille tout de suite pour découvrir son histoire. Bonjour Théodore, comment tu vas ? Salut Bruno, ça va, écoute, impeccable. Alors, écoute, merci beaucoup pour ta participation à l'épisode du jour. Alors, comme à chaque épisode, le but c'est de faire découvrir ton histoire d'investisseur aux auditeurs. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous le souvenir que tu as de l'idée, de quand est-ce que l'idée a germé en toi d'investir dans l'immobilier ? Voilà ta situation et à ce moment-là, et puis quand est-ce que tu as eu le moment ah oui, je vais faire ça. Ah oui, je vais faire ça, oui. Alors, quand est-ce que ça m'est venu exactement ? Ça m'est venu en fait pendant la période de transition, quand j'étais en fait gendarme adjoint et quand je suis passé après sous-officier en fait gendarmerie. Je suis changé de catégorie, je suis passé la catégorie au-dessus. Ok. Si tu veux, ça m'est venu comme ça, dans le sens où, en étant gendarme, on a un sacré avantage, c'est de pas payer de loyer. On dispose d'un logement de fonction. Et du coup, ça c'est quand même super avantageux. Et l'idée m'est venue tout simplement, en fait, je me suis dit, quitte à pas payer de loyer, pourquoi est-ce que j'utiliserais pas en fait une partie de mon salaire pour acheter un bien immobilier que je mettrais en location. Et voilà, et je m'étais dit en fait au départ, voilà, je vais essayer d'avoir un loyer qui couvre ma mensualité de crédit, ou mon emprunt tout simplement. De façon à ce que voilà, ce soit bien, que moi j'ai rien à débourser de ma poche. Ouais. Tu vois. Ce que parfois on appelle autofinancement. Oui, alors que du coup, je me suis rendu compte après que c'était pas du tout de l'autofinancement. Voilà, on va dire que c'est autofinancement superficiel, quoi. Ouais, superficiel, ouais, voilà, sur superficiel. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, si tu veux, que de toute façon que moi j'y connaissais absolument rien. J'y connaissais absolument rien dans l'immobilier. Personne autour de toi. Personne autour de moi, personne dans ma famille qui avait pris le risque d'investir dans l'immobilier. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé chercher des informations tout simplement, quoi. Je suis allé les chercher au travers des livres. J'ai lu quand même beaucoup de livres. Ensuite, j'ai participé aussi à des formations en ligne. D'accord. J'ai fait des séminaires. Enfin, plus j'en apprenais, en fait, plus j'en apprenais et plus je me suis dit putain mais c'est génial, quoi. Je me suis dit, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Je vais pouvoir acheter quelque chose, acheter de l'immobilier, quoi, acheter de la pierre, voilà, je vais pouvoir me créer du patrimoine, quoi, presque sans avoir avancé d'argent, quoi. Ouais, effectivement. Oui, parce qu'à ce moment-là, t'avais un bon salaire, mais t'avais un apport des euros épargnés déjà. Ou non, pas tellement. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Ouais, en fait, au tout départ, je te dis pas. Ouais, bien sûr. Au tout départ, quand j'ai commencé à m'y intéresser, voilà, moi j'avais, moi et l'argent, c'était un petit peu compliqué. Voilà, j'ai eu des mauvaises habitudes, en fait. Je gagnais un salaire, mais à la fin du mois, moi, je mettais rien de côté, quoi. Moi, je commence vraiment. C'était de rien, quoi. C'était où j'avais extrêmement de mal à mettre
de l'argent de côté et voilà quoi, c'est au travers des livres, au travers voilà, de tout ce qui tournait en fait autour de l'immobilier et comment en fait se préparer au mieux l'avenir quoi. En fait j'ai pris une vraie claque quoi. Ok. Je me suis dit putain Théo, en fait t'as fait n'importe quoi t'as fait voilà, moi je dépensais tout ce que je gagnais en fait, je le dépensais dans le mois et puis pendant quelques années, pendant que j'étais gendarme adjoint, j'ai rien mis de côté, quoi. D'accord. Et juste aujourd'hui, par rapport à cet aspect-là de budgéter un petit peu et gérer tes finances personnelles, outre les investissements immobiliers, sur ce côté-là, finances personnelles, t'arrives aujourd'hui à avoir une rigueur j'ai changé du tout, quoi. Okay. Je te dis, j'ai pris une vraie claque. Si tu veux que je te donne un petit peu des chiffres, voilà, Aujourd'hui, je gagne 1800 euros par mois. Ouais. Je mets 700 euros de côté tous les mois, quoi. Ok. Quand auparavant, t'en mettais 0. Tu gagnais peut-être un tout petit peu moins, mais t'en mettais 0. Je gagnais moins parce qu'en tant que gendarme adjoint, j'étais peut-être à 1200, 1250. Ouais. Je mettais absolument rien de côté, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, cette rigueur dans tes finances personnelles, tu l'as même mis en place avant de faire ton premier investissement, dont on va parler un peu plus dans quelques temps. Très important. Mais avant, très important. Ok. C'est la première étape que t'as faite, quoi. C'est la première. C'était même la première étape parce que voilà, comme tout jeune, qui commence à travailler, qui commence à toucher un salaire, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté une voiture à crédit. Ouais. Donc j'avais un crédit pour une voiture que je m'étais acheté. Je m'étais acheté une voiture sympa. C'était une Citroën C4. J'avais fait un crédit, je me souviens plus, c'était 8000 euros, je crois, un truc comme ça. Ok. Et en fait, quand j'ai pris conscience de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis à épargner beaucoup et à rembourser en fait mon crédit le plus vite possible. Et après, à me constituer en fait un capital de départ, quoi, pour pouvoir investir sereinement dans l'immobilier, quoi. Ouais, j'ai commencé par ça. D'accord, mais ouais, effectivement, tu avais maintenant cet objectif clair en tête que voilà, l'épargne que tu mettais, c'était pour lancer dans l'aventure immobilière, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était pour me protéger, parce que on en reparlera sûrement après, je sais pas, mais moi je considère que c'est important. Il faut commencer avec un capital de sécurité. Ouais. Il faut avoir quelque chose en cas de problème. Alors moi, je suis pour en fait faire tout financer par la banque, mais il faut avoir un petit capital de sécurité en cas de problème parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais. Un matelas, un espèce de matelas de trésorerie. Ouais, un matelas de sécurité, exactement, c'est ça, quoi. Et c'est hyper important, quoi. Ok, donc tu as passé cette étape, voilà, tu mets un peu en ordre de bataille tes finances personnelles et puis du coup tu commences à prospecter et à mettre en place tes critères pour investir dans l'immobilier. Ouais, une fois que j'avais toutes les informations, j'avais participé à des formations, des séminaires, une fois que c'était clair dans ma tête, je savais ce que je devais chercher, je m'étais fixé un critère de rentabilité, il me fallait quelque chose qui s'autofinance complètement. Et donc maintenant, c'est vrai que l'autofinancement pour moi c'était plus loyer égal la mensualité d'emprunt. Il fallait que mon loyer soit bien supérieur à ma mensualité d'emprunt. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher, quoi. Ok, donc une rentabilité que tu cherchais comme chiffre que tu avais en tête. Ouais, mais les chiffres quand j'ai commencé au départ, c'était il me fallait du 10% brut, quoi. Ok, et quel type de bien tu recherchais pour cette première acquisition ? J'avais pas, en fait, si tu veux, un type de bien spécifique. Okay. Et en fait, moi, je fonctionne aussi un peu comme ça maintenant. Je fonctionne à l'opportunité, quoi. D'accord. C'est-à-dire que ce qui se présente à moi, si c'est, tu vois, si c'est une bonne affaire, je vais le voir. Si c'est une grande surface, mais bon, ça c'est maintenant, quoi. Mais c'est vrai que avant, je cherchais plutôt un T2. Je voulais pas trop de studio, parce que je trouvais que studio, c'était pas hyper valorisant. Voilà, je voulais un T2, quoi. D'accord. Et sur quelle zone alors c'était cette recherche ? Alors, j'ai commencé à chercher. Donc moi, tu vois, autour de chez moi. Et moi, donc, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir que j'explique quand même aux auditeurs. Donc moi, je travaille à Paris. La semaine, voilà. Et ensuite, je vis avec ma compagne au bord de la mer. Pour ceux qui connaissent, à côté de la Baule. D'accord. Du coup, je fais beaucoup d'allers-retours en fait en train de Paris jusqu'au bord de mer. Ouais. Et voilà, moi, ma condition, fallait que j'achète à côté de chez moi, donc à côté de Saint-Nazaire, La Baule. D'accord. Et voilà, je voulais surtout pas acheter sur Paris. Ok, ouais.
pour justement parce que impossible de trouver aussi, j'imagine, des biens avec des critères de rentabilité notamment. Ouais, pour à la fois des critères de rentabilité et aussi un critère, en fait, le ticket d'entrée, quoi, pour acheter un appartement sur Paris, il est pas du tout le même que pour acheter quelque chose à Saint-Nazaire, quoi. Ouais, c'est vrai. À presque 8000 euros le mètre carré à Paris, en moyenne, c'est clair que... Non, j'ai complètement oublié cette idée. Non, non, Paris, c'est pas pour moi. Ouais, effectivement. Et donc, tu me disais que ça t'a pris environ 6 mois et plus de 20 visites avant de tomber sur ton premier bien. Et justement, comment t'as fait pour rechercher? Parce que si t'avais des critères assez larges, après géographiquement c'était assez ciblé, Saint-Nazaire, mais dans ta recherche, quels outils tu utilisais? Voilà, un petit peu, tu te rappelles combien de temps par jour tu y passais, et puis comment tu faisais pour filtrer un peu les bonnes annonces ou les mauvaises? Et puis après, la phase des visites. C'est 25 alors, visites. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le début, quand on commence à chercher, quand on commence à faire son premier bien, au départ, on n'a pas de réseau, quoi, on n'a rien. Ouais. Donc moi je dis, à mon avis, au début, c'est vraiment le plus dur, quoi, parce que il y a pas de secret, quoi. Il faut aller sur le terrain, il faut aller faire des visites, il faut faire des offres et voilà, quoi, faut taper dedans, quoi. Il y a pas le choix. On n'a pas de contact avec des agents immobiliers ou avec des marchands de biens, des choses comme ça. Ce qui fait que de toute façon, pour trouver quelque chose de rentable, quelque chose de vraiment une opportunité, il n'y a pas le choix. Il faut aller sur le terrain, il faut aller visiter, il faut faire des offres, il faut essayer de négocier et il faut pas avoir peur, quoi. Alors au départ, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'ose pas. Moi, je me souviens au tout départ, quand j'ai commencé, rien que le fait déjà d'appeler pour demander à faire une visite, au départ c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas naturel et il faut se bouger les fesses, quoi. Moi je savais pertinemment pourquoi je devais le faire. C'est quand on sait en fait pourquoi on doit investir dans l'immobilier, pourquoi je le fais moi, tout simplement, moi, c'est pour préparer au mieux l'avenir, quoi. C'est pour moi, ça va être pour ma compagne, pour mes futurs enfants aussi plus tard, et puis pour me préparer aussi une retraite. Et je considère ça comme tellement important que je me suis dit, j'y suis allé à fond, quoi. Je dis, j'ai pas le droit d'abandonner, j'ai pas le droit d'échouer. C'est trop important, quoi. Il faut y aller. Donc, j'ai commencé par faire énormément de visites, quoi. Ouais, ok, effectivement. J'imagine qu'au départ, comme tu disais, les premiers appels, puis les premières visites, j'ai ressenti ça personnellement, des moments où tu te dis je suis personne, enfin j'ai aucune légitimité, on me pose des questions, je me retrouve comme un neuneu à dire j'essaie de me justifier, puis au final c'est au fur et à mesure des visites en fait que l'expérience se fait et ça arrive très vite. Ouais, ça arrive très très vite. Ouais. Moi je me souviens de ma problématique au départ, c'était putain, est-ce que les agents immobiliers, ils vont pas me rironner, est-ce que je vais être crédible, quoi, est-ce que je vais être crédible, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et puis ça se fait tout naturellement, puis au travers des formations qu'on fait ou des livres qu'on lit, quand même on apprend beaucoup de choses et on arrive à parler le même langage avec parler le même langage, c'est ça aussi qui donne de la crédibilité d'un côté. Puis voilà, hein. Les visites que tu faisais, ta manière de les rechercher, c'était assez pas chronophage, mais ça prenait beaucoup de temps aussi et c'est important à dire aux éditeurs que dans cette phase là l'immobilier ça prend du temps, surtout au démarrage, parce que il faut se former à la fois théoriquement comme tu l'as fait, mais aussi beaucoup sur le terrain, quoi. Il y a en fait je considère que rien ne remplace le terrain. Vous pouvez faire X formations et connaître tout par cœur sur les bouts des doigts, si vous n'allez pas sur le terrain, si vous donnez pas la peine d'aller visiter, de faire des choses, ça vous pourrez jamais mettre en application ce que vous avez appris. C'est quelque chose en fait de primordial, quoi, hein. C'est il y a des gens alors qui connaissent tout, c'est vrai, par cœur sur le bout des doigts et qui se lancent pas, qui n'essayent pas, ou parce que le fait d'aller visiter, c'est chiant, ça prend du temps, et du coup il y a des gens aussi qui avancent pas comme ça.
Moi, j'étais vraiment fixé sur mon objectif et j'avais pas le droit d'abandonner, quoi. Ouais, effectivement. Et puis moi, au fur et à mesure, c'est devenu une vraie passion, quoi. Quand on apprend en fait tout ce qu'il est possible de faire avec l'immobilier, c'est devenu une véritable passion. Et pour te dire, enfin voilà quoi, moi je me levais le matin, je pensais immobilier, pareil le soir. Enfin c'est devenu un peu comme une drogue, quoi. Ouais, C'est ok. clair. Et est-ce que tu as une manière spécifique quand tu fais tes visites, des méthodes spécifiques quand tu fais les visites? Enfin, tu peux nous décrire un petit peu entre le moment où tu trouves un bien, une petite annonce sur un site, et le moment où tu vas visiter et peut-être le suivi de la visite après? Alors déjà, moi je sélectionne en fait beaucoup en amont. Ouais. Le critère numéro un de toute façon, c'est la rentabilité. Hein. Du coup, moi, quand je vais visiter, si je sais que c'est une bonne affaire, enfin si je pense que ça Ouais. peut être une bonne affaire, Ouais. je fais pas en fait ressentir au vendeur ou à l'agent immobilier que je suis hyper pressé en fait de le visiter. D'accord. Et que c'est psychologique, hein, Ouais, bien sûr. parce que je considère que la négociation elle commence dès le départ quand tu appelles quoi pour Ouais, faire exactement. pour faire une visite. Parce que si l'agent immobilier, le vendeur sent que le bien t'intéresse beaucoup, et que voilà, du coup tu vas pas. Au niveau de la négociation derrière, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui fait que moi, je prends une distance à chaque D'accord. fois sur les visites que je fais et dès le départ, quoi. Et Ok. quand je visite, voilà, je n'arrive pas en disant que voilà, ah bah oui, votre bien, il est vraiment super, machin et tout. Ouais, et ouais, parce que c'est compliqué après pour la négociation. Ouais. C'est Au contraire, tu dis ok, ça a des choses qui sont bien, par contre il y a ça qui est un peu moins bien, tout à fait. factuel quoi. Je vais ressortir un petit peu les défauts de l'appartement parce que bon voilà, souvent pour acheter des bonnes affaires, c'est des biens où il y a un petit peu de travaux à faire. Mais je vais faire ressortir en fait voilà les petits défauts, mais je les glisse Ouais. comme ça en douce pendant la visite quoi. Je viens surtout pas avec mes gros sabots en disant que voilà son appartement c'est de la merde et Ouais, ouais. il faut qu'il le vende quand même quoi. Ouais. Parce que là ça marchera pas. Ouais, là Ça ça marche. braque là. Ouais, effectivement. Et c'est ce que j'adore dans l'immobilier, c'est que tout est une histoire de négociation et c'est comme un espèce de jeu de rôle en fait. Hein. Enfin moi je le considère comme ça. Après il y en a ils y vont au feeling et puis ils font comme ça. Mais moi ouais je considère que dès le départ il faut faire attention à ce qu'on dit Ouais. et voilà. Et disons que si un bien te plaît suite à la visite, dans les grandes lignes, Ouais. du coup tu dis que tu montres pas forcément ton grand enthousiasme de façon extravertie, etc. Comment tu lui fais comprendre que ça l'intéresse? Est-ce que tu leur dis voilà ça m'intéresse, ou tu fais, je sais pas, tu passes à une offre d'achat rapidement? Ben, j'ai envie de te dire ça dépend vraiment des biens. Ouais, Au départ je négociais toujours. Hein. Normalement je négocie toujours. par principe. Par principe, c'est normal, il faut négocier. Alors quand j'ai commencé au départ, je cassais les prix, voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, t'apprends que forcément, peut-être falloir aussi faire attention aux offres que tu fais, parce que j'en ai eu tellement de refusés. T'en as eu combien de refusés? Tu te rappelles combien de refusés avant d'avoir Ah, une je- acceptée, ta première acceptée là? Avant de trouver mon premier bien, honnêtement, ouais, j'ai dû faire peut-être visiter 25 appartements. Bon, j'ai dû faire des offres, à mon avis, sur peut-être aller sur au moins 10 biens, ça Ouais, c'est ok. sûr. Ok. J'avais trouvé, en fait, mon premier investissement, enfin, que j'avais trouvé une maison qui était déjà divisée en 2 appartements. Et je crois que ma première négo, je l'ai eu, elle était affichée à 100 000, je crois. Ouais. Et je l'avais négocié à 75 000, il me semble. J'avais pris 25 000 euros, quoi. Ouais. Ok. Négo à 25%. 25 000 euros. Et au final, ça s'est pas fait parce que voilà, quand on débute, on voit pas forcément les petits défauts. Et il se trouve que là, la toiture, en fait, était vraiment pas bonne et qu'il valait mieux, en fait, sortir de la vente Ouais. pour éviter d'acheter quelque chose qui peut-être dans 5 ou 10 ans, enfin il aurait peut-être fallu refaire la toiture et du coup je me suis retiré. D'accord, ok. Et, Mais bon, néanmoins, faire beaucoup d'offres d'achat, c'est une bonne manière d'avoir des bons deals, quoi. Parce que voilà, ouais, il en suffit ça, après c'est clair. d'un seul, une acceptée de façon fréquente pour avoir
beaucoup de bonnes affaires, quoi. Et moi, je considère qu'au départ, il faut se faire la main, quoi. Ne serait-ce qu'apprendre à rédiger une offre d'achat. Voilà, maintenant, moi, j'ai tout automatisé le truc. C'est que voilà, j'ai déjà mes offres d'achat qui sont pré-remplies. Et voilà, j'ai juste à changer à l'adresse du bien, le montant. Et j'ai même ma signature qui est déjà faite sur les offres d'achat. J'ai juste à les envoyer par mail et tout. Maintenant, tout va très vite, quoi. Ok. Mais au départ, il faut se faire la main. Donc, il faut aller visiter. Il faut pas hésiter à faire des offres, même si vous vous faites rembarrer après. Et de toute façon, vous ferez rembarrer. C'est évident parce que nous, notre marché, il est complètement différent en fait de ceux qui achètent leur maison pour eux, quoi. C'est nous, on veut acheter des bonnes affaires. Et les bonnes affaires, eh ben, on les a à un prix défiant toute concurrence. Ouais, effectivement. Donc forcément, c'est très long au départ et je pense que il faut surtout pas se décourager parce que en définitif, on peut très bien en visiter 20, 30 et puis à la fin en avoir un, quoi. Il suffit d'un appartement pour s'enrichir pendant 20 ans, quoi. Ouais. Donc moi je considère qu'il faut y aller, quoi. C'est normal de pas y arriver au départ et de pas trouver ce qu'on veut, quoi, ce qu'on cherche. C'est vrai, mais ne pas se décourager, et ne pas abandonner, surtout pas se décourager. Et en fait, si on trouve pas, c'est peut-être parce que on fait pas assez de visites, pas assez d'offres. Et pas parce que les critères sont trop hauts, quoi. Et non, mais après, ça, c'est une histoire aussi de l'envie qu'on a, parce que moi, j'y suis allé à fond, parce que, en plus de ça, comme je travaille à Paris, et forcément, faut que j'attende, en fait, que je sois en repos ou en vacances pour redescendre, pour faire des visites et tout, et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Moi, je considère que je peux pas visiter tout le temps et tout, mais dès que j'ai du temps, dès que je peux, putain, j'y vais à fond et je lâche rien, quoi. Et justement, alors pour les auditeurs, quel est ton argument, l'argument principal que tu utilises pour motiver tes offres en dessous du prix affiché? Le critère numéro 1, souvent c'est parce qu'il y a des travaux à faire. Ouais, ok. Et souvent aussi, ça m'est arrivé de faire des offres sur des choses qui étaient à vendre depuis longtemps. Je savais que c'était à vendre depuis longtemps. Ouais, ok. Après, c'est des propriétés, si tu sais, après, faut poser des questions à l'agent immobilier, il faut être curieux pourquoi ils vendent et tout. On sait qu'il y a matière à négociation, quoi. Il faut être curieux, il faut demander pourquoi c'est à vendre, depuis combien de temps. Alors, des fois, c'est pas facile de le savoir. Il faut y aller, quoi. Puis moi, souvent, comme maintenant, je me concentre plus sur des biens avec des travaux, du coup, je joue vraiment sur le fait qu'il y ait des travaux à faire, quoi. D'accord, ok. Tu me parlais que aussi, tu avais une manière de mettre dans ton offre d'achat justement la partie financière, d'indiquer que tu payais en comptant. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu? À un moment donné, j'en ai eu marre. Moi, j'ai des affaires qui me sont passées sous le nez des fois, des choses comme ça. Et pour motiver un petit peu le vendeur, c'est-à-dire que il y a des offres d'achat, parce que souvent quand tu fais une offre, il faut que tu marques, en fait, si tu vas faire appel à un crédit. Tu fais appel à un crédit ou pas, et voilà, pour motiver encore plus les vendeurs, moi je leur dis que je paye le bien cash, enfin que je vais pas faire un crédit ou quelque chose comme ça, ou alors je leur montre que je mets dedans que j'ai un gros apport, quoi. D'accord. Et encore une fois, c'est une histoire de négociation, quoi. Moi, je me mets à la place du vendeur. C'est s'il y a quelqu'un de sérieux en face. Enfin, si ils ont deux acheteurs, au même prix, il y en a un qui fait un emprunt total et l'autre qui a un apport de la moitié à la moitié de la somme. Et qui en plus, moi, je fais jouer à chaque fois le fait que je sois gendarme, que je sois quelqu'un de sérieux. Moi, je fais jouer en fait la chose comme ça. Quitte après, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir son offre acceptée, quoi. C'est d'avoir la signature du vendeur dans le bas, bon pour accord, pour la somme de avec sa signature. Effectivement, ouais. Une fois que ça c'est bon, moi. Oui, parce qu'au final, t'as jamais acheté de biens comptant. T'as toujours fait des prêts. Non. Et même si j'avais les sous, si j'avais les sous pour les acheter comptant, je prendrais le crédit. Ouais. Mais non, au final, je les ai tous achetés avec un crédit. Et avant d'arriver au compromis, tout simplement, il faut dire, finalement, je vais garder mon capital de côté pour une autre acquisition, et celui-là, le vôtre, il va faire l'objet d'un financement auprès d'une banque. Ok, tu leur dis ça, ok, d'accord. Et puis finalement, comme en fait, eux, ça passe parce que une fois qu'ils sont aussi engagés moralement, ça va être plus simple pour eux de continuer avec toi plutôt que de dire non, vous m'avez trompé et puis je vais remettre le bien en place et essayer de trouver un autre acheteur.
ça. Si tu veux, ce qu'ils cherchent, hein, c'est simplement à vendre et puis à toucher leurs sous. Hein. Ouais. Moi, je savais pertinemment qu'avec ma banque, j'allais pouvoir emprunter, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, non, c'est clair. Non, donc c'est super important ce que tu disais. Pour toi, l'objectif et la stratégie, c'est d'arriver le plus vite possible à la contre-signature en bas d'une offre d'achat, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, il faut qu'on soit liés tous les deux, quoi. Hein. Et le fait d'avoir sa signature, enfin son offre d'achat contresignée par le vendeur, c'est ensuite on a un peu plus le temps de faire les choses et puis de développer, enfin sa stratégie, quoi, d'affiner les choses. Ouais. Et donc, alors juste pour revenir sur ton premier bien, donc ça a été un T2 à Saint-Nazaire, c'est ça? Ouais, enfin même deux. J'en ai acheté deux en même temps. Okay. En fait. Ouais. J'en ai acheté deux en même temps. C'était l'objectif au départ? Tu visais 2, il y avait un lot de 2 en fait à vendre? Non, au départ c'était pas comme ça. En fait, moi j'étais un petit peu gourmand en fait au tout départ quand j'ai voulu acheter. Je visitais des appartements aussi, mais au départ je voulais un immeuble. Moi je voulais commencer directement par un immeuble parce que voilà, le fait de pas être en copropriété, d'être le seul maître à bord. Ouais. Voilà, moi j'aime bien le contrôle, quoi. Il faut que je puisse contrôler les choses et le fait d'être en copropriété, des fois c'est un peu compliqué. Et je me suis aperçu que acheter un immeuble, moi, à Saint-Nazaire, fallait mettre un billet de 100 000, quoi. D'accord. Et donc, du coup, j'ai revu un petit peu mes exigences à la baisse, ouais. Et donc, je visitais aussi quand même pas mal d'appartements. Ouais, ok. Et donc, il se trouve que, ouais, le premier appartement, ça s'est fait, C'était un marchand de biens, c'est ça? Ouais, c'était un marchand de biens. Alors, c'est un peu bizarre parce que ça s'est pas fait comme ça en fait. Au départ, j'étais sur le Bon Coin, hein, ouais, sur le Bon Coin comme tous les jours, hein, voilà, à chercher les annonces. Et là, une annonce intéressante sort. C'était voilà un appartement à vendre. Je crois qu'il était à 57 000 euros. Ouais. 57 000 euros avec un locataire dedans et le loyer il était de 480 quoi. D'accord. Donc voilà, il y avait déjà une bonne rentabilité, sympa, ou quelque chose comme ça. Et ouais. Du coup, j'appelle et il se trouve que c'était pas un agent immobilier, c'était un particulier. Donc après, j'ai appris que c'était un marchand de biens. Et en fait, il m'a dit, finalement, non, il est plus à vendre parce que c'est mon associé, parce qu'ils achètent en fait, c'est un marchand de biens qui achète au travers d'une SCI avec son associé. Il dit finalement, il est plus à vendre, c'est mon associé qui va me le racheter. Ouais. Du coup, voilà, il est plus à vendre. Alors, déjà, pour une fois que j'avais trouvé une super bonne annonce, quoi, quelque chose avec une rentabilité quand même intéressante qui s'autofinance. J'étais encore déçu, quoi. Je lui ai dit, vous avez pas quelque chose d'autre après, quoi. Okay. Et parce qu'il avait quand même plusieurs biens. Elle me dit si, elle me dit dans quelques mois là, je vais en avoir quelques-uns et tout. Enfin, je vais en avoir un à la vente, quoi. Il me dit si ça vous intéresse, voilà, je garde vos coordonnées et puis je vous rappelle et tout. Ouais. Je fais il y a pas de souci, quoi. On fait comme ça, quoi. Bon, j'étais un peu sceptique parce que souvent les agents immobiliers ils te disent ça aussi, on vous rappellera si on a un truc et tout, puis finalement ils te rappellent jamais, quoi. Ouais. Bon, voilà. Du coup, j'étais un peu déçu, quoi. Et finalement, je crois un mois et demi, il me rappelle, quoi. Il me dit, voilà, on s'est eu au téléphone il y a quelques temps. Si ça vous intéresse, j'ai un appartement qui est à vendre, voilà, et qui est pas très cher, avec un locataire dedans, très important aussi, dans une copropriété bénévole, un petit immeuble de trois appartements. Elle me dit si ça vous intéresse, elle me dit venez le visiter, quoi. Je vous avais dit que je vous montrerais ça en priorité. Et là, le mec a tenu sa parole et m'a laissé la priorité sur l'appartement. Je fais ok, pas de souci, j'arrive, je le visite, quoi. Et il se trouve que voilà, dans un petit appartement, un T2 occupé par des personnes âgées, en fait. Ça fait 8 ans qu'ils sont dedans, donc qui paient. Alors le loyer, il est de 475 euros par mois. Du coup, il était à vendre au même prix. Au départ, c'était 57 000 euros. Ok, donc là, à peu près la même offre avec une bonne rentabilité. Ouais. Exactement, à peu près la même chose. Et donc moi je visite. Bon alors l'appartement est propre, hein. Enfin c'est pas le grand luxe non plus, hein. Et puis les personnes qui sont dedans sont très contentes d'être là et comptent surtout pas partir. Donc vraiment quelque chose d'intéressant, quoi.
Mais toi, tu demandes plus. Mais moi, je demande plus. Je demande plus parce que il faut demander plus. Il faut demander plus à la vie. Il faut être exigeant aussi. Et voilà, je savais très bien qu'en fait, c'était une opération de découpe. En fait, les marchands de biens, ils avaient acheté tout l'appartement, tout l'immeuble, et ils ont créé une copropriété dedans. Ils ont fait découper les lots et ils revendaient les lots à la découpe. Et donc, ils commençaient à vendre par vendre celui-là parce qu'ils savaient très bien que les locataires n'allaient pas partir tout de suite. Donc, tout simplement, ils revendaient celui-là pour un investisseur avec une rentabilité, quoi. Et en fait, leur objectif à eux, c'était d'attendre que le locataire du dessus s'en aille et la locataire aussi qui est du dessous, enfin du rez-de-chaussée, s'en aille pour revendre sans locataire, quoi. D'accord, ils peuvent revendre plus cher quand il n'y a pas de locataire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, dans mon esprit, j'étais toujours dans le sens où, acheter un immeuble entier. Je voulais être majoritaire, en fait, dans la copropriété. Donc pour moi, il fallait. Donc tu demandes les 2 autres appartements, tu demandes à acheter les 2 autres. Exactement, il y avait 3 appartements dans la copro, je me suis dit, il faut absolument que j'en achète un deuxième, quoi. Ok, d'accord. En fait, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'acheter aussi celui du dessus plutôt que celui du bas, parce que celui du bas, c'était un rez-de-chaussée, faisait 80 mètres carrés, je pouvais pas en faire ce que je voulais au niveau de la rentabilité, c'était pas ça. Donc, il me fallait aussi l'appartement du haut. Et donc, au départ, qui n'était pas à vendre, quoi. Et donc, plutôt que de négocier le prix de celui du milieu avec les petits vieux dedans, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse de vendre les 2 appartements, quoi, de vendre celui en fait au premier étage et celui au deuxième étage. Le lot des 2, Le lot des 2, quoi. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué quand ils attendaient en fait que le locataire parte pour pouvoir le vendre plus cher, machin, tout, donc ça les embêtait un peu. J'ai insisté, au départ, on était à un prix, alors ils m'ont pris pour un Américain, parce qu'au départ, c'était 115 000 € les 2. Et au niveau de la rentabilité, du coup, c'était beaucoup moins intéressant. Bref, on s'est mis d'accord et on est tombé, en fait, à 98 000 € pour les 2. Ok, d'accord. Ouais, donc effectivement, ta persévérance à payer, et puis, eux, c'est des marchands de biens aussi, leur objectif, c'est de faire des opérations le plus courtes possible pour pouvoir enchaîner sur d'autres, quoi. Donc effectivement. En fait, ma négociation elle est tournée sur ça. Je savais pertinemment que le but c'est de vendre le plus tôt possible. Je leur ai dit vous avez l'opportunité de vendre les 2 en même temps avec des locataires en place. Voilà, j'ai joué sur ça et en fait, ils voulaient pas descendre en dessous de 105 000 les 2 et de fil en aiguille, ça s'est fait quand même assez rapidement, mais je pense que l'entente s'est faite tout de suite avec notamment un des marchands de biens parce que en fait, il trouvait que je lui ressemblait quand il était plus jeune, quoi. D'accord, ok. Il y a eu un peu d'affectif aussi. Il y a eu un peu d'affectif. Je sais pas, il a dit bon allez, ce petit jeune on va quand même, on va l'aider, on va lui permettre de bien se lancer. Du coup, alors je sais pas si c'est grâce à ça ou si c'est pour ça aussi. Et du coup, ils m'ont fait un prix quand même relativement intéressant, donc 98 000 € les 2, avec une rentrée d'argent. Donc d'un côté j'ai 475 et l'autre, celui du dessus, j'ai 350. 350. Donc voilà, j'ai 825 € qui rentrent de loyer tous les mois pour l'instant, parce que donc celui qui a 350 €, le loyer est sous-évalué et je vais pouvoir le rehausser par la suite. Ok, d'accord, ok, excellent, ouais. Et donc là c'est ton premier investissement qui s'est déroulé donc dans la ville proche de chez toi à Saint-Nazaire, et tu me racontais que t'es ensuite passé sur un deuxième investissement, donc t'as changé de ville, c'est sur Niort, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi sur Niort, et donc c'était des appartements aussi, et depuis t'as aussi investi dans un immeuble sur Niort, donc juste tu peux nous dire, bon l'été 2 sur Niort, on va peut-être sauter, mais surtout l'étape d'après c'est l'immeuble sur Niort, donc pourquoi Niort et comment t'as fait la petite histoire pour trouver l'immeuble sur Niort? Donc je suis parti sur Niort tout simplement parce que moi à la suite de ça en fait il me fallait un peu plus de rentabilité, il fallait quelque chose de plus intéressant, et du coup je me suis un petit peu expatrié, on va dire, pour partir dans une ville où c'est encore moins cher et où les rentabilités sont meilleures. Donc la ville de Niort, j'ai trouvé ça comme ça à force de chercher et tout, et c'est un peu plus compliqué parce que c'est à 2 heures du coup de chez moi. D'accord. Et donc j'ai trouvé un lot de 2, alors cette fois-ci c'est 2 studios avec une rentabilité, il y avait des
travaux à faire, on a fait les travaux. Et au final, c'est même pas moi qui ai acheté, c'est ma compagne qui a acheté ces deux-là, les 2 studios, parce que au départ, elle était un petit peu sceptique aussi avec tout ce qui était investissement immobilier. Et au final, voilà, je l'ai entraîné dedans aussi. Suite à la première acquisition à Saint-Nazaire, elle s'est rendue compte que... Ouais. Suite aux 2 premiers appartements à Saint-Nazaire, du coup, elle s'est pris aussi de passion dedans, et du coup, je l'ai emmenée avec moi. Et au départ, c'était pas prévu que ce soit pour elle, et au final, c'est elle qui a acheté 2 studios à Niort. Ok, donc toi, t'en as 2 à Saint-Nazaire, elle 2 à Niort. Ouais, et elle, du coup, 2 à Niort. Ouais, ce sont les 2. Les 2 studios sont à elle. Ouais. Et à la suite de ça, donc moi j'ai trouvé aussi un immeuble. Du coup, là j'ai mon premier immeuble à Niort. Ouais. Et tu m'avais raconté un petit peu, c'était original la manière dont tu l'as trouvé, enfin, et la manière dont tu es arrivé à conclure la négociation. Est-ce que tu peux nous raconter ça rapidement? Ouais. En fait, pour la petite histoire, en fait, on était en train donc dans les studios de ma compagne, on était en train de faire des petits travaux et tout. C'était pendant une semaine de vacances. Je faisais les petits travaux dedans, et je regarde les petites annonces et tout sur le Bon Coin, voilà. Et là, je vois un immeuble de rapport à vendre avec 3 appartements qui a l'air, enfin, plutôt pas mal. 3 appartements loués à un prix défiant toute concurrence, quoi. Ok, genre un peu là, tu te dis ah oui, je viens de tomber sur une pépite, quoi. C'est la pépite parce que bon, j'avais forcément, à force de regarder tout le temps les annonces, de visiter et tout, on sait très bien à quel moment ça devient une bonne affaire, quoi. Ouais. Et là j'ai fait, enfin voilà, c'est pour ceux qui veulent un petit peu les chiffres, voilà, il était affiché à 65 000 €, quoi. Ok. Ouais, sur donc l'immeuble, en fait, il est composé de 3 T1, donc et celui du bas, il est une petite cour privative en plus, quoi. D'accord, ok. On n'avait que 2 de loués parce que le locataire, en fait, du dernier venait de partir. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je vois mon annonce à minuit paraître, j'envoie un mail directement, voilà, disant que je suis intéressé, voilà, que je veux visiter. Le lendemain matin, j'appelle à 9h, quoi. Ok. La personne, en fait, alors, il se trouve que c'était des petits vieux encore, hein, qui se débarrassaient de leur immeuble. Ouais. Voilà, me dit que il y a déjà quelqu'un qui a appelé pour visiter, mais que la personne, en fait, doit visiter pas le jour même, mais le lendemain. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tout simplement, j'ai dit que moi j'étais sur place et que j'étais là pour le coup. J'ai vraiment dit que j'étais intéressé et qu'il fallait absolument que je le visite aujourd'hui, quoi. Ouais. Et au départ, ils étaient pas chauds du tout, quoi. C'était vraiment compliqué. Et puis je pense que ma persévérance a payé parce que finalement j'ai réussi à le visiter le jour même. Okay. Bah, d'ailleurs entre midi et 2. Et là j'ai fait, il y a pas une minute à perdre. Je suis venu directement avec l'offre d'achat au prix sur place, quoi. Ok, ouais, donc première fois que tu rencontres la personne, t'avais l'offre d'achat en main. Ouais. Parce que j'avais déjà perdu en fait sur Niort des super bonnes affaires comme ça en voulant négocier quelques milliers d'euros, et une fois j'ai perdu une maison comme ça où j'aurais pu faire quelque chose de vraiment sympa à 1 000 € près, mais passé sous le nez. Ouais, donc là toujours dans la même stratégie d'aller le plus vite possible à la contre-signature de l'offre d'achat, quoi. Bah là pour le coup c'était ça s'est fait super rapidement. Pour dire un petit peu la rentabilité, j'avais une rentabilité à 13% brut au prix, quoi. Au prix d'entrée, et je savais très bien en plus que les loyers étaient sous-évalués dans le sens où moi je vais pouvoir les réévaluer parce que moi je fais du meublé, en fait j'aime bien faire du meublé. Je refais les appartements vraiment propres, sympas et tout, je les meuble. Et je savais très bien que j'allais pouvoir encore gagner après en rentabilité dessus. Je suis venu directement avec mon offre d'achat au prix et je me suis dit si l'immeuble il est propre, il est bien, il est sympa et tout, si c'est pas délabré, je l'achète directement. Et il se trouve que l'immeuble il est vraiment très bien. Les compteurs sont séparés. Il y a tout qui est bien. Alors il y a des rafraîchissements à faire dans les appartements. Voilà, il y a une étudiante qui est dans celui du milieu, donc elle va pas rester très longtemps. Celui du bas, rez-de-chaussée, par contre, c'est quelqu'un qui travaille, qui a un CDI, qui est là depuis 2-3 ans et jamais eu de soucis. Donc voilà, c'était l'opportunité. J'avais juste un petit doute en fait sur l'état de la toiture, parce que en fait les petits vieux, ils avaient acheté il y a 15 ans et ils avaient jamais rien fait sur la toiture parce qu'il y avait eu tout simplement jamais aucun problème. Donc voilà, j'ai fait venir tout simplement des couvreurs, hein,
ils m'ont dit que la toiture elle était impeccable et qu'elle pouvait durer encore 20 ans comme ça, et voilà quoi. Donc mais t'as fait venir découvrir a posteriori de la signature de l'offre d'achat. Ouais, parce que justement quand t'es arrivé et que sur place même tu lui as tendu l'offre d'achat, j'imagine qu'il a ils ont été surpris. Ils ont été très surpris. Ils ont été super surpris à tel point qu'ils ont même mené, avant d'accepter mon offre d'achat, ils ont mené leur petite enquête après mon offre d'achat, parce que sur le papier, en fait, j'avais mis sur l'offre que voilà que j'étais garde républicain à Paris, je vais donner les coordonnées de mon notaire. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des recherches sur internet, savoir si j'étais vraiment garde républicain, si voilà, il se trouve qu'ils ont trouvé, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, ils ont trouvé sur internet que voilà, j'avais reçu une médaille, je me souviens même plus ce que c'était, voilà, à Paris. Ouais, donc, je travaillais bien à la garde républicaine. Après, ils ont appelé directement mon notaire pour savoir si j'étais quelqu'un de sérieux. Il se trouve que mon notaire, à force de faire des acquisitions, des offres d'achat, enfin, c'est devenu un ami, quoi. J'ai construit une superbe relation avec lui, donc il me connaît très bien, et c'est lui à chaque fois qui me demande alors t'en es où dans immobilier et tout, et du coup il a défendu mon cas en disant que j'étais quelqu'un de très sérieux, et après, seulement après ça, ils ont accepté mon offre d'achat, quoi. D'accord. Pendant ce laps de temps, j'ai un petit peu serré les fesses parce que je comprenais pas pourquoi ils acceptaient pas mon offre. Surtout qu'ils t'avaient dit qu'il y avait d'autres gens qui devaient visiter après. Je crois il y avait 10 personnes derrière moi qui allaient visiter l'immeuble, quoi. Donc c'était chaud là, j'étais pas bien, je me rappelle. Non mais du coup ce qui est intéressant dans cette chose là, c'est aussi que t'as un petit peu construit ta crédibilité voilà, via certaines connaissances, par exemple le notaire, etc. Et voilà, toujours donner des critères de crédibilité pour aider un vendeur à se décider. C'est clair que ça paye. Non mais moi après je les comprends tout à fait, moi c'est ce que je leur ai dit. Après je leur ai dit j'aurais fait exactement la même chose que vous. Voilà, moi je suis un petit jeune, j'ai 26 ans, voilà, je suis arrivé directement avec mon offre au prix, première visite déjà vendu 65 000 €. Moi, je me mets à leur place, franchement j'aurais fait exactement la même chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ça c'est clair. Et alors du coup, ce qu'on n'a pas dit depuis le départ, c'est qu'en fait, les premiers appartements que tu as achetés à Saint-Nazaire, c'était quand ? Alors j'ai signé l'acte définitif, c'était fin avril début mai. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est fin avril de cette année. Ouais, ok. Donc depuis un peu plus de 6 mois, t'as eu C'est bien à Saint-Nazaire, t'as fait l'opération pour ta copine à Niort, et aujourd'hui l'immeuble. Donc voilà, on va dire que tu carbures. Pour toi, alors c'est quoi ton objectif immobilier d'ici 10-15 ans ? Est-ce que tu comptes maintenir un rythme aussi soutenu, ou alors voilà, t'as une stratégie plus je continue et plus je pense que je deviens cinglé d'immobilier, ça c'est clair. Enfin il remercie ceux qui se lancent, mais on se prend vite au jeu, et ça devient, enfin pour ma part, une véritable drogue. Donc, moi, si tu veux, l'objectif là à court terme, donc là ça va nous en faire 7. C'est dans 10 en un an. Ça me plaît bien. 10 appartements. Ouais, 10 lots en un an, ça me plaît bien. Maintenant, on va voir si c'est possible ou pas, en fonction de ce que je vais trouver, en fonction des opportunités. Après, sur le long terme, moi, je le fais vraiment pour préparer notre avenir. Si tu veux, moi, mon objectif premier, c'est le jour où je vais pouvoir partir à la retraite, voilà, au fur et à mesure de tous les lots que j'aurais pu acquérir, c'est d'en vendre une partie, voilà, pour m'acheter ma résidence principale cash, et après bénéficier des autres pour faire un sacré complément de retraite, quoi, parce que c'est pas avec la retraite qu'on va toucher dans quelques années que. Parce que justement, toi, en tant que gendarme, ta retraite, c'est quel âge ? Ça dépend de quand tu as commencé, en fait, hein. Ça dépend de quand tu as commencé, mais pour toi, honnêtement, tu vois, je suis pas trop calé sur le sujet, je te dis, mais après, moi, j'ai des camarades qui partent à la retraite, on va dire, aux alentours de, je dirais, 55 ans. D'accord, ok. Mais je veux dire, on est tous touchés, aussi bien les civils que les gendarmes, pour l'allongement des retraites, même si nous, en tant que militaires, si tu veux, on sera peut-être un peu plus privilégiés par rapport aux civils. On est touché aussi, ça s'allonge aussi, et comme moi j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 balais, quoi, je préfère prendre les devants maintenant et pas attendre que ça me saute à la figure, quoi.
Bon après si 55 ans la moyenne, enfin les collègues que t'as, aujourd'hui t'as 26 ans, ça te fait encore 30 ans, 10 lots x 30, 150 lots d'ici à ce que tu sois à la retraite, ça devrait être ça devrait être confortable comme retraite. Je sais pas si je pourrais si je pourrais aller aussi vite les prochaines fois, mais bon voilà, je me suis dit voilà, j'ai pas d'enfant. Non mais au moins tu carbures au départ quoi. Je suis jeune et tout, je dis c'est maintenant qu'il faut y aller quoi, parce qu'une fois que j'aurai des enfants, que je serai un peu plus installé, peut-être que ça va être un peu plus compliqué, j'aurai moins de temps aussi. Là je me dis, alors là forcément j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais je le prends quoi, le peu de temps que j'ai, je le prends pour faire ça parce que c'est important et parce que il faut y aller quoi. Mais si je me casse le cul maintenant, c'est pour que plus tard je sois bien quoi, que ce soit beaucoup plus confortable. Ouais. OK. Et, bon, c'est comme ça qu'il faut procéder. Non, c'est une excellente mentalité, je partage tout à fait. Ouais. OK, bah du coup, on va passer à la dernière section de l'épisode. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors du coup, dans cette dernière section de l'épisode, je vais te poser 4 questions. Donc la première est la suivante. Est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent? Que je recommande souvent. Il y en a plusieurs que je recommande. Allez, un ou deux. Allez, je vais t'en donner 2. Parce que le premier qui m'a vraiment marqué, qui m'a mis une grosse claque. Qui t'a mis un déclic. Ouais. Qui m'a mis un déclic, c'est celui d'Olivier Seban, c'est Tout le monde mérite d'être riche. D'accord, ok. Pas forcément que en immobilier, mais rien que pour les finances personnelles. Et j'ai pris une vraie claque dans le sens où je me suis aperçu que je faisais rien avec mon argent, quoi. Que je cramais tout et que je me payais pas en premier, je mettais pas de l'argent de côté, et celui-là m'a mis une grosse claque, effectivement. Ok, effectivement, il est souvent recommandé par les investisseurs qui passent derrière ce micro. Et le deuxième, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, où là, c'est pas vraiment tourné sur l'immobilier, mais c'est vraiment sur l'entreprise, quoi, sur comment il faut penser et comment il faut agir. Et celui-là, c'est pareil, il m'a mis une vraie claque, et je le considère un petit peu comme mon mentor, hein. Franchement, il faut absolument le lire, celui-là. Il est tu le recommanderais même en premier alors. Mais chronologiquement, toi, t'as lu Olivier Seban en premier. Ouais, chronologiquement, j'ai lu Olivier Seban d'abord, ouais. Mais je pense que c'est les 2 livres, franchement, à lire, quoi. Ça c'est clair. Okay. Il y en a plein d'autres derrière. Ouais. Non, mais surtout que pour générer le déclic, comme tu disais, c'est effectivement, c'est souvent par une manière détournée, par un livre qu'on peut avoir le vrai déclic, quoi. Ouais, c'est ça. Et même souvent plus fortement que quand quelqu'un va vous dire fais ci, fais ça. Là, on parle d'histoire et tu t'identifies à un personnage ou à un autre, et forcément le personnage c'est ça. Enfin, celui de Père riche, Père pauvre. Enfin, il y a vraiment 2 exemples, au travers de ces 2 pères. Il y en a un qui a réussi, l'autre qui a moins bien réussi. Et on se rend compte que finalement, ceux qui réussissent, quoi, c'est ceux qui osent faire les choses, quoi. C'est ceux qui sont acteurs de leur vie, ceux qui se laissent pas vivre, quoi. Ouais. Et moi, je considère que aujourd'hui, je suis prêt à prendre des risques. Oui, c'est vrai, au travers des investissements immobiliers, des choses comme ça. Il faut y aller, quoi. Il faut être acteur de sa vie, et pour pas avoir de regrets plus tard. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est si j'ai une opportunité devant moi, je me dis, alors il y a forcément un risque d'un côté comme de l'autre, mais je me dis, si je le fais pas, est-ce que je vais le regretter plus tard? Et la réponse est, c'est si je vais le regretter plus tard, j'hésite pas, quoi, j'y vais, quoi. Parce que je ne veux pas avoir de regrets. Quitte à me planter sur quelque chose, je me dirais, au moins j'ai essayé, quoi, tu vois. Ok, effectivement. Voilà. Donc là c'est peut-être justement la 4e question. Pour toi, ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ne commence jamais, c'est avancer sans avoir de regrets. Ouais, c'est la personne qui n'ose pas faire les choses et qui voilà, il faut déjà apprendre à faire. Enfin, on va parler d'immobilier, mais il faut apprendre déjà comment faire, quoi. Ouais. Et ensuite il faut pas hésiter, il faut y aller, quoi. Il faut arrêter de procrastiner, de rester chez soi à regarder la télé. Enfin, personnellement, quoi, la télé, moi je la regarde presque plus, quoi. C'est parce que à la télé, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de et il faut rester concentré sur ses objectifs, et il faut y aller, quoi. Faut taper dedans à un moment donné. Si tu crois à quelque chose, quoi, il faut y aller, quoi. D'accord. Bon, du coup, c'est effectivement par rapport à cette 4e question, mais on a sauté la 2 et la 3, donc
pour la deuxième question, on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Et toi, est-ce qu'il y a une erreur dont tu te souviens qui t'a appris beaucoup de choses et voilà, sur laquelle tu voudrais alerter les auditeurs? Exactement, ouais, c'est en se trompant qu'on apprend. Moi, je fais toujours la référence un petit peu, je crois que c'est Robert Kiyosaki aussi qui dit ça dans son livre. L'entrepreneur, il est payé pour se tromper. Il est payé pour se tromper alors qu'un salarié, en fait, il est payé pour justement pas se tromper, parce qu'un salarié, il n'a pas le droit de faire des erreurs. Ouais. L'entrepreneur, pour avancer, pour que ça marche, il est obligé de faire des erreurs à un moment donné. Et après, il faut rectifier le tir, des choses comme ça. Mais c'est exactement ça, quoi. En immobilier, moi, je considère ça comme une entreprise. Le fait d'acheter, de prendre des risques. Ton locataire, c'est ton client. Il faut absolument mettre en place des choses pour que ce soit. Moi, je considère comme une entreprise. Ah ouais, c'est ça. Alors là, je partage à 100% cette vision-là. D'ailleurs, c'est un terme qu'on essaie de partager au sein d'Investimo Club, le terme de immopreneur. Vraiment, un entrepreneur de l'immobilier, quoi, avec des activités immobilières comme une petite entreprise. Après, moi, j'ai jamais eu d'entreprise, donc je sais pas trop si c'est comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer comme une entreprise avec des chiffres, il y a aussi un aspect humain, forcément, parce que tu as un contact direct avec ton locataire, il faut être aussi quelqu'un d'humain, mais il faut le gérer comme une entreprise. Ton locataire, c'est un client et il faut faire en sorte qu'il soit bien, il faut le choyer. Et comme on dit dans l'entreprise, le client est roi, quoi. Mais le client est roi. Et personnellement, je sais pas comment est-ce que les autres font, mais moi, quand j'achète un bien avec un locataire, quand il y a un locataire directement en place, je vais me présenter à lui directement et moi j'arrive avec une bouteille ou avec des chocolats pour commencer, tu vois, une bonne relation, quoi, pour faire une relation gagnant-gagnant. Moi, je lui apporte un logement propre, décent et tout, et lui, en contrepartie, il doit me régler son loyer. Et voilà, moi je privilégie l'aspect humain et à mon avis, il n'y a que comme ça que ça peut marcher aussi sur le long terme. Ouais, effectivement. Mais et du coup, juste une histoire, toi, une erreur que tu as faite, que aujourd'hui avec le recul, tu te dis ok, ça je l'ai faite, ça m'a fait mal, mais ça m'a appris. Ouais, l'erreur que j'ai faite, je dirais, de vouloir faire trop vite, dans le sens où, comme je te disais au début de l'interview, j'avais trouvé une maison quasi au tout départ, quand j'ai commencé à chercher, je suis tombé sur une maison qui était divisée en 2 appartements, et le fait de vouloir aller trop vite parce que je savais que j'allais avoir une rentabilité à 10%, j'ai pas pris mes dispositions pour m'assurer qu'en fait que le bâti, que la toiture et tout soit vraiment en bon état, quoi. Ok. Et maintenant, avec le recul aujourd'hui, je me dis que j'ai failli en fait acheter une mauvaise affaire, dans le sens où la toiture, elle aurait pas fait long feu, quoi. Ok, mais dans les faits, il n'y a pas eu de répercussions trop graves pour toi. T'as réussi à t'en sortir avant, quoi. Parce que en fait, je me suis rendu compte juste avant de signer le compromis, et du coup, j'ai pas signé, mais n'empêche que ça sert de leçon quand même. Bien sûr. Il faut vouloir avancer, il faut vouloir faire des visites, il faut y aller. Mais il faut quand même prendre son temps, il faut bien checker. En respectant les différents critères de base de l'investissement. Les différents critères. Maintenant, on est tous humains. Je suis pareil, dès que je suis en face d'une superbe opportunité, t'as un biais, t'as une tendance à effectivement à voir que les côtés positifs et les côtés négatifs, un peu les occulter, quoi. Un peu comme dans une relation d'amour. C'est clair. Et du coup, il faut faire attention, en fait, une fois, même si ton offre après elle est signée, que c'est une super bonne affaire, après tu as le temps, en fait, de checker tous les trucs. Tu vois, c'est ce que j'ai fait pour le dernier immeuble, j'avais un doute sur la toiture, j'ai quand même donné mon offre au prix, et après j'ai fait en sorte de savoir si la couverture était bonne ou pas, parce que si je l'avais fait avant de donner mon offre d'achat, c'est pas compliqué, l'affaire me serait passée sous le nez. C'est vrai. Mais il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Il faut checker toutes les choses et puis faire attention à ce qu'on achète, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et donc, on va finir par la troisième question. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs? Quels sont mes loisirs? Alors,
Moi, je suis garde républicain, je travaille au régiment de cavalerie, donc tu vois, je suis à cheval tous les jours. Donc bien évidemment, j'ai une autre passion qui est donc le monde des chevaux. En fait, avec ma compagne aussi, on est dans les chevaux. Donc c'est vrai que ça c'est notre passion un petit peu commune, mais je t'avoue quand même que l'immobilier prend énormément de place et du coup, c'est vraiment Enfin, voilà. L'immobilier, on va dire que c'est ma passion du moment et je m'y investis à fond dedans. Ouais. Quoi. Et outre les chevaux que tu montes dans ton métier, d'ailleurs, dans ton métier, t'as ton propre cheval, enfin, ok. Donc, et à part ça, dans le civil, t'as pas de cheval particulièrement. Toi, c'est vraiment aujourd'hui ton cheval, c'est celui que t'as à la garde républicaine, quoi. Ouais, en fait, chaque sous-officier de gendarmerie, on a notre propre cheval. On a des chevaux souvent qui nous sont confiés et qu'on travaille et qu'on revend ensuite. Ok. Donc, moi personnellement, non, j'ai pas le mien. Non. Et comment ça se passe justement en tant qu'officier, on a chacun une monture. C'est un cheval que tu choisis au départ et que tu vas garder. Non. Non. Bah, tu sais, quand tu arrives jeune sous-officier, tu fais ce qu'on te dit de faire et puis ce sont en fait les gradés qui choisissent pour toi en fonction des affinités qui te donnent ton propre cheval, quoi. D'accord. Mais après, c'est plus ou moins, tu vas le garder jusqu'à ce que tu restes à travailler dans ce métier-là. Oui, je suppose que je vais le garder un moment parce que moi, le cheval que j'ai récupéré, c'était un cheval un petit peu compliqué, donc on va dire que personne n'en voulait. Enfin, personne n'en voulait. Et donc du coup, c'est moi qui l'ai récupéré, mais moi, je m'entends très bien avec lui. Il y a aucun souci, donc je pense que je vais le garder un moment, celui-là. Ouais. Ok. Et donc on peut te voir, te croiser dans les rues de Paris, en tournée, monter sur ton. Ouais, tout à fait. Après, nous, on fait des patrouilles dans toute la France. Ok. Mais non, si vous avez l'occasion de regarder le 14 juillet, le défilé du 14 juillet, ça fait maintenant 2 ans que je le fais, que je défile. Ok. Ouais, c'est une belle expérience aussi. À me reconnaître parce que bon, on se ressemble tous, mais ouais, effectivement. Voilà. Ouais. Ok, excellent. Je te remercie en tout cas pour ce temps passé à mes côtés. Merci à toi, ça me fait plaisir, moi, c'est super. Merci pour partager ton expérience avec les auditeurs surtout. Et puis j'ai plus qu'à te souhaiter beaucoup de succès et puis j'espère que ton objectif d'acquérir 10 lots par année va se réaliser. En tout cas, vu comme t'avances et vu comme t'es motivé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent retarder. On verra bien, écoute, par la suite, mais l'objectif au moins cette année, c'est d'approcher des 10 lots, ce serait vraiment super, quoi. Ok, écoute, on reste en contact et puis peut-être on prendra des nouvelles dans quelques temps pour voir comment t'as avancé. Ok, ça marche, super. Merci beaucoup Théodore, à bientôt. Allez, salut Bruno, salut. Ciao. Wow, j'ai vraiment pris une claque en écoutant le témoignage de Théodore et en discutant avec lui. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi hyperactif dans l'immobilier. C'est vrai qu'un des pires fléaux, c'est l'inaction. Cette inaction a plusieurs causes. Une des sources fréquentes que j'ai eu l'occasion de voir, c'est la paralysie face à trop de choix. Sur internet, on voit les stratégies de colocation, de location courte durée, les immeubles de rapport. Tout ça sont des belles stratégies qui marchent, mais au départ, il faut commencer par se focaliser sur une stratégie de départ et puis foncer. Aujourd'hui, si vous hésitez et que vous vous sentez paralysé, et j'aimerais vous proposer quelque chose pour passer à l'action rapidement. C'est un test que nous avons imaginé à la base pour aider David, qui est membre d'Investimo Club. Le but est de réussir en quelques questions à vous aiguiller sur la meilleure stratégie, la meilleure niche selon votre profil, par rapport à vos envies et vos préférences. Pour faire le test, rendez-vous sur investimoclub.com/test et il vous suffit de répondre à 10 questions et vous serez fixé sur la meilleure niche. N'hésitez pas, vous pouvez en faire autant de fois que vous voulez, c'est gratuit. Je répète si vous n'avez pas bien compris, investimoclub.com/test au singulier. Allez, je vous laisse sur ces paroles et vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com.
votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.